Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. C'est l'émission La Grenouille Noire, un vendredi sur deux, en direct, 21h, 22h30. Une émission consacrée à l'écologie, la décroissance, la solidarité. Et l'émission de ce soir est consacrée aux hydrocarbures dits non conventionnels, notamment les pétroles et gaz de schiste. On va se focaliser peut-être plus particulièrement sur les pétroles de schiste qui concernent la zone du bassin parisien. Et effectivement, il y a un an déjà, chers auditeurs, vous qui ne ratez aucune émission de la Grenouille Noire, donc il y a un an déjà, c'était à un jour près, c'était le 25 février 2011, le collectif Stop Huile de Schiste 77 était venu s'exprimer sur le sujet pour dénoncer les ravages écologiques de la technique d'exploration et d'exploitation, une technique appelée la fracturation hydrologique qui a fait grand bruit depuis un an. Les grands médias en ont beaucoup parlé et donc un mouvement effectivement de mobilisation de collectifs locaux d'ampleur se mettait alors en place à l'époque, il y a un an. C'était vraiment émergent. Et nous étions à l'époque à la veille de la création même d'une coordination nationale. Nous allons refaire le point ce soir. On va repartir donc de cette situation il y a un an, sachant qu'entre-temps, je pense notamment à un événement important dont vous avez dû entendre parler. C'est le vote d'une loi en juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique hors expérimentation, je précise bien. Mais aussi, on va parler bien évidemment des enjeux actuels d'énergie, transition énergétique, les mobilisations à venir, car elles se poursuivent. Et pour nous parler de tout cela, trois invités autour de la table, dont deux qui étaient venus il y a un an. Sur ma gauche, Christine Arfeuillère du collectif Île-de-France. Bonsoir Christine. Bonsoir. Sur ma droite, Philippe Le Corner qui était là aussi. Bonsoir Philippe, du collectif Île-de-France aussi. Bonsoir. Et un nouveau, Bernard Redon, du collectif Sud Seine-et-Marne. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Eh bien moi je vous propose de revenir à il y a un an. On va reprendre tranquillement, tout doucement, un peu les étapes successives qui nous amènent à la situation d'aujourd'hui. Mais donc on se remet un peu dans le contexte d'il y a un an. Donc je disais en introduction, à l'époque, effectivement, on sentait émerger cette mobilisation de contestation anti-huile et gaz de schiste. Vous étiez venu pour nous parler de cette fracturation hydrologique avec tous les ravages qu'on avait décrits à l'époque sur l'eau, sur la pollution atmosphérique, pollution chimique, émissions de gaz à effet de serre, etc., etc. Et donc cette mobilisation, on était à la veille d'un grand rassemblement à l'époque dans le sud, à Doue d'abord, dans le bassin parisien. Tout à fait. Et ensuite une autre grande mobilisation qui s'est poursuivie ensuite dans le sud-est. Alors il y a eu une très grande manifestation à Villeneuve-de-Berg où il y a eu 15 000 personnes, 15 ou 20 000 personnes qui était extraordinaire. Et puis quelques temps après, on a eu à Doue 3 000 personnes puisque les pétroliers, Toréador avait l'intention de commencer à forer, à faire de la fracturation hydraulique à Doue et plusieurs endroits autour. À Doue en Seine-et-Marne. À Doue en Seine-et-Marne. Il y a une plateforme qui a été préparée et qui est toujours là en attente des événements futurs dont on va parler. Donc grande mobilisation donc à Doue, donc dans le bassin parisien, voilà. Ensuite donc dans le sud-est, Villeneuve-de-Berg. Voilà. Et est-ce que cette période-là qui va en gros de, on va dire début d'année, fin d'année 2010, début d'année 2011, on y reviendra plus en détail, mais cette loi qui s'en est suivie, cette période-là de mobilisation, comment ça s'est passé concrètement, tous ces collectifs qui émergent sur le territoire? C'est venu de partout, et avec des initiatives de manifestations devant l'Assemblée à Paris. Tout le monde s'est adressé aux élus, à son voisin, à ses connaissances, et finalement très très vite les citoyens, les citoyens des collectifs sont devenus très très calés sur la question. On s'est aperçu qu'en fait beaucoup de gens n'étaient pas au courant et découvraient ces techniques épouvantables, étaient révoltés. C'est incroyable de faire ça chez nous et de risquer des pollutions de l'eau irréversibles, les pollutions de l'air, tous les dangers dont on a parlé déjà il y a un an, et ça a suscité beaucoup d'émotions et une forte mobilisation. Il y avait aussi à l'époque, il me semble, un film qui commençait à tourner. Oui, alors effectivement, Gazland,
qui était le film fait par Joss Fox aux États-Unis, qui montrait l'eau qui s'enflamme, l'eau du robinet qui s'enflammait, ça a vraiment frappé les esprits, et ça a contribué beaucoup à la mobilisation. C'est d'ailleurs un des reproches que nous font les pétroliers aujourd'hui, qui disent que les écologistes se sont appuyés sur un film qui n'avait pas de fondement scientifique et que c'est des histoires. En fait, on s'aperçoit que c'est pas des histoires du tout et qu'il y a beaucoup de choses qui étaient tout à fait fondées, mais ça fait énormément de tort aux pétroliers et ça fait beaucoup de mobilisation. Au point que les pétroliers se sont arrangés pour que Joss Fox, le réalisateur, soit inscrit sur la liste des terroristes par le FBI. Faut imaginer ça, tellement on lui a fait peur, tellement on leur a fait peur. Bernard, pardon. Il est en train de préparer justement un Gasland 2, d'après nos informations, et récemment, justement, ce que disait Christine, il s'est passé quand même une chose assez curieuse, mais assez significative quand même de la façon dont ça se passe aux États-Unis, c'est qu'il s'est fait arrêter en plein tournage de son. Il tournait un documentaire sur une audition au Congrès américain, je crois. Et il n'avait pas d'autorisation, il les avait demandé et il les avait pas obtenus. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Et bon, il a quand même voulu filmer, il s'est fait carrément menotter et sortir de la salle. Bon, il a été heureusement et effectivement depuis qu'il est fiché comme dangereux terroriste, mais ça n'empêchera pas Gasland 2 de sortir. Mais les pétroliers ont très peur de la vérité. Et ils font un film eux-mêmes pour vanter les mérites et les avantages de la fracturation hydraulique, et ils ont engagé une souscription pour pouvoir réaliser leur film. D'accord. Donc, alors il y a un an, on sent émerger une forte mobilisation du terrain avec des collectifs locaux qui naissent comme ça, spontanément, un peu partout. Et suite à cette pression populaire, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas, le ministère, le gouvernement décide de faire une loi. C'est ça. Alors il a demandé d'abord un moratoire. Il a demandé que les choses s'arrêtent, et puis ensuite il a constitué une fameuse commission CGEC, CGIDD, composée d'ingénieurs des mines du ministère de l'écologie et des ministères de l'industrie. J'allais faire un rapport sur les risques et les avantages de la technologie. Ce rapport, on l'a eu au mois de juillet, un rapport préliminaire. Le rapport définitif n'est jamais sorti. Ce rapport préliminaire, signé par Monsieur Durville, est très favorable. Enfin, il reprenait presque mot pour mot les instructions données au départ par le Premier ministre, qui indiquait dans quel sens il fallait faire les recherches et écrire les conclusions. Alors il y a une commission d'enquête aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Des députés sont allés aux États-Unis voir comment les choses se passaient. Il y avait d'ailleurs ce fameux monsieur Gonneau qui organisait le colloque. On y reviendra récent, qui faisait partie de cette commission de l'Assemblée nationale, qui était moins favorable que l'était le rapport de la CGED, CGIDD de Monsieur Durville. Mais enfin, les deux ouvraient la porte à la fracturation. Comment on est passé parce que là, donc, si je comprends bien, c'était surtout un rapport un peu scientifique, un rapport qui devait être fait. Tout à fait, et comment s'est passée la décision du rapport de passer à une loi? Justement, ils sont très furieux parce que la loi est passée avant la publication du rapport. Il y a eu une telle pression des militants, et je pense que c'est sous la pression des militants. Vous pensez que c'est pour ça? Vous pensez que vraiment là, la pression... Tout à fait. La pression des militants et puis des élus locaux, surtout les élus du Sud. Et des associations qui ont... Des associations, bien sûr, qui font partie aussi des collectifs. C'est important, les élus, toute étiquette politique confondue? Non, c'était les élus de gauche. Ouais, donc bon, alors, on peut se poser la question du pourquoi, alors. Ouais, je dirais pour la mobilisation, on a été dans le Midi. Je pense que là, il y avait une certaine comment dirais-je, universalité, quoi, en fait, les maires, en tout cas pour tout ce qui est élus locaux et les collectivités territoriales. Maintenant, au niveau effectivement de la représentation nationale, c'était effectivement une autre histoire. Je parlais au niveau local. D'accord. Au niveau local, je pense. Enfin, dans le Midi, en tout cas, oui. En Seine-et-Marne, moi, ce que je dirais,
c'est à titre personnel, mais c'est que je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'opportunisme de la part de certains élus, notamment certains dont je ne citerai pas le nom en Seine-et-Marne, mais bon, le maire de Meaux par exemple, ou celui de Provins. Tu peux balancer, on sait, tout le monde sait qui c'est. Hein. Et donc, bon, effectivement, parce que c'est un peu bon, le genre, bon, je regarde d'où vient le vent, et puis effectivement, ce mouvement avait pris une telle ampleur que personne ne pouvait, aucun politique, je dirais, digne de ce nom, c'est-à-dire avec la volonté d'être réélu, on va dire. Il y avait quand même des cantonales voilà, c'est peu plus tard. C'est là où je voulais en venir. Il y avait des cantonales à l'époque. Voilà, aucun élu ne pouvait dire bon, on va contre vents et marées se battre contre cette. Alors là, il y a eu une mascarade assez drôle parce que avant donc les conclusions de cette commission, les députés ont déposé des projets de loi. D'abord, les socialistes ont préparé un projet de loi visant à interdire la fracturation hydraulique, et immédiatement s'est joint Monsieur Jacob de l'UMP, où ils ont aussi fait une proposition de loi, et même Monsieur Borloo, le plus drôle, c'est Monsieur Borloo qui avait signé les permis, a lui aussi été de sa proposition de loi visant à interdire la fracturation hydraulique. Donc finalement, c'est la loi Jacob qui a été adoptée le 13 juillet qui interdit la fracturation hydraulique. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Hors expérimentation. C'est ambigu. C'est ambigu parce que s'il y a des expérimentations, ce sera avec une commission d'études et d'évaluation dont on a parlé, mais il semblerait qu'ils n'aient pas le droit de faire de la fracturation hydraulique dans le cadre de cette commission. Il semblerait, lui bien. Alors, moi j'ai vu des interprétations un peu différentes sur ce texte de loi. Alors apparemment, puisque j'avais cru comprendre que cette loi autorisait l'expérimentation à caractère scientifique sur la fracturation hydraulique. Ouais, mais c'est là où il y a toute l'ambiguïté. En fait, c'est ambigu. Le caractère scientifique. C'est ambigu. C'est la porte ouverte. Effectivement, fracturation hydraulique n'est pas mentionné clairement. Il y a ce côté scientifique et comme on l'a dit, qui laisse effectivement la porte ouverte à plein d'interprétations et dans laquelle on en parlera un peu plus tard, se sont engouffrés pas mal de. Mais dans les faits et dans ce que l'on constate, c'est que dans ce que l'on entend de la part des pétroliers, pour eux, scientifique, ça veut dire technologique. C'est-à-dire, c'est pas la protection de l'environnement, c'est pas ce que vont devenir les terres après. C'est la technique etc. en tant que telle. C'est vraiment la technique en tant que telle, c'est-à-dire comment on va faire des recherches pour trouver de la meilleure façon possible le potentiel et arriver à atteindre ces couches dont on sait depuis très très longtemps qu'elles sont là et que si on y touche, c'est gravissime, quoi. Mais Olivier a raison. Moi j'avais compris que la loi autorisait la fracturation hydraulique dans le cadre de cette commission d'études et d'évaluation. Et puis un des responsables de la fameuse DGEC, dont on parle, Direction générale, dit mais non, pas du tout. La fracturation hydraulique, elle est interdite. Elle est interdite en tous les cas de figure. Donc ça reste parce que dans le texte de loi, c'est écrit donc autorisation d'expérimentation entre guillemets à seule fin de recherche scientifique sous contrôle public. Voilà ce qui est écrit. Sous contrôle public. Bon. Mais bref, passons. En tout cas, il y a un espèce de petit vide juridique, ou d'interprétation, un vice, comme on dit, dans lesquels, bien évidemment, les pétroliers souhaitent s'engouffrer. Ça. Tout à fait. Oui, souhaitent s'engouffrer. Bon, j'ai pas ramené malheureusement j'aurais quelques citations. J'aurais eu c'était un peu rapide, mais quelques citations notamment de Christophe de Margerie, là, le monsieur avec une moustache. PDG de Total. Qui, quelques jours d'ailleurs après la loi, a claironné partout, dans une assemblée d'actionnaires, je crois, a claironné que de toute façon, alors j'ai plus les termes exacts en tête, mais enfin l'idée c'était de dire on laisse passer, on laisse passer quelques temps, et de toute façon on reviendra après et on passera en douceur. D'accord. De toute façon, dans ce texte de loi, il n'y a pas de définition précise de ce qu'est la fracturation hydraulique, et on peut tout à fait s'imaginer que les pétroliers disent nous on a fait de la recherche et maintenant on sait faire les choses proprement, la fracturation propre, verte, tous les mots habituels pour verdir un discours pour être on va dire accolé. Absolument, toutes les dérives sont possibles, d'autant plus qu'on parle de technologies des fracturations qui ne seraient pas hydrauliques, donc avec l'arc électrique ou des fracturations avec du gaz liquéfié. Il y a d'ailleurs eu les chroniques du docteur Lamour,
Pendant cette période, il y a eu des chroniques qui ont circulé sur Internet du docteur Fioul Amour qui décrivait toutes les technologies qu'on pouvait imaginer. Fioul Amour, le fioul. D'accord. Oui. Et d'ailleurs, alors, quand cette loi est arrivée, elle a été votée en juillet 2011, vous l'avez dit, il y avait quand même des permis qui étaient accordés. Est-ce que vous voulez dire quelques mots sur ces permis? Parce que il a fallu que certains pétroliers, je pense notamment à Total, prouvent qu'ils pouvaient exploiter sans utiliser cette technologie, cette technique de fracturation hydraulique. Bon. C'est ça, ils ont eu 2 mois, c'est ça, si c'est ça. Alors ensuite, ils ont dû remettre un rapport dans lequel ils expliquaient comment ils allaient procéder et s'ils devaient faire appel à la fracturation hydraulique, le permis leur était retiré. Donc ils ont eu 2 mois pour montrer qu'ils pouvaient exploiter sans utiliser la fracturation hydraulique, c'est ça en gros. Voilà, c'est ça. Donc il y a eu 3 permis à la suite de ça qui ont été retirés dans le sud, à Nantes, Villeneuve-de-Berg et puis à Montélimar. Montélimar, c'est Total qui attaque d'ailleurs cette décision de retrait du permis. L'argument, c'était de dire, c'est que il n'y a pas autre chose à exploiter que du gaz de schiste exploitable par la fracturation hydraulique. Donc, quand ils disent qu'ils n'utiliseront pas la fracturation hydraulique, ils ne sont pas crédibles. Oui, parce que aujourd'hui, là, au niveau technologique, il n'y a pas d'autre technique que la fracturation hydraulique, non. A priori. Alors justement, ce qui justifie le maintien des autres permis, il y en avait 64 et puis il y en a 3 qui ont été retirés, c'est de dire, oui, mais il n'y a pas que des hydrocarbures de schiste, on pourrait trouver des hydrocarbures conventionnels. Et dans ce cas-là, on ne va pas abroger un permis de recherche. Certes, les gaz de schiste, on pourra pas, ou les pétroles de schiste, on pourra pas les exploiter puisque c'est la fracturation hydraulique, mais on pourrait trouver des poches de pétrole ou de gaz conventionnel qui seraient exploitables. C'est l'argument qui est utilisé pour maintenir les permis, les 61 autres permis. Ça veut dire cet argument, on va peut-être en parler, mais cet argument est très fallacieux parce que quand on discute avec les géologues qui ont déjà étudié le sous-sol, en particulier celui de l'Île-de-France qui a été truffé de forages déjà depuis les années 80, pour lequel on a fait des études sismiques, on a complètement quadrillé la Seine-et-Marne par des lignes d'études sismiques, et le BRGM connaît parfaitement bien ce qu'il y a dans le sous-sol. Et ils reconnaissent eux-mêmes que il y a très peu de choses à espérer en conventionnel. Tout moins, ça ne justifie pas les énormes investissements de recherche qui sont faits. Il est évident qu'ils espèrent exploiter plutôt les ressources de schiste. Et la seule méthode, c'est la fracturation. Alors, je pense qu'ils ne sont pas pressés. Je pense qu'ils ont quelques années, ils vont faire des forages, des carottages pour étudier ce qu'il y a. Ils vont refaire des études sismiques en espérant que d'ici là, entre-temps, la fameuse commission d'évaluation ou d'autres évolutions technologiques et les élections seront passées. Permettront de revenir sur l'interdit. Mais c'est quand même incroyable. Sur 64 permis, il n'y en a que 3 qui ont été donc refusés. Donc il en reste, si je compte bien, 61. Ça veut dire que les 61 permis qui restent, ils considèrent qu'il faut les maintenir parce qu'ils pourraient trouver du pétrole conventionnel. C'est ça. Tout à fait. Non seulement il y en reste 61, mais il y en a 14 qui sont en cours d'instruction et qui sont sur le point d'être accordés, nouveaux, et plus une centaine de demandes pour des nouvelles concessions, des nouveaux permis. D'accord. C'est des permis de recherche. On parle toujours de permis de recherche. Permis de recherche. Recherche, sachant qu'effectivement la fracturation est interdite, mais sachant aussi que la probabilité de trouver des réserves de pétrole conventionnelles chez nous est très faible, très faible. On peut peut-être trouver des petites choses, mais qui ne justifieront pas du tout des investissements importants. On l'a vu en off en préparant l'émission, c'est important de le préciser. Ça dure combien de temps un permis, une fois qu'on le décroche? Alors un permis est donné sur 5 ans, renouvelable 2 fois. Et bon, le périmètre à chaque fois qu'on le renouvelle est légèrement réduit. Mais enfin, ça s'étale sur 15 années au total. Ce qui peut permettre de se retourner sur 15 ans. Qui va d'attendre. Effectivement, un permis, c'est une richesse. Ça valorise les actifs et ça valorise les actions de la société qui les possède. Parce que des réserves sont estimées derrière ce permis. À tel point que les sociétés se les revendent entre elles et se les revendent très cher. C'est comme les échanges de quotas de permis d'émission. On leur donne, mais elles se revendent leur permis. Et
Il y a un marché de permis, c'est ça ? Il y a un marché des permis. Et par exemple, Toréador, qui avait obtenu le permis signé par Borloo en 2010, Toréador n'avait pas les ressources pour développer la recherche. Toréador était dans le rouge, était un négatif depuis plusieurs années. Et malgré tout, on lui a accordé le permis. Et Toréador a été chercher une autre compagnie, qui s'est engagée à financer la totalité des investissements, des infrastructures et des travaux de recherche, en contrepartie du bénéfice du permis, et se partageait les profits résultant de ce fameux permis à 50-50 entre S et Toréador. Toréador n'ayant rien investi d'autre que la signature de Borloo. Et d'ailleurs, il y a des chiffres faramineux qui ont circulé pour chiffrer effectivement ces réserves de alors, il parlait de 100 milliards de barils. Des chiffres complètement fous. Alors aujourd'hui, les gens sérieux disent que c'est probablement 16 milliards de barils. 16 milliards de barils, il y en aurait 10% qui seraient exploitables. 10%, ça fait 1,6 milliard de barils, et ça représenterait 3 ans de notre consommation si on ne faisait que ça. Ça sera partagé, bien sûr, et si on faisait 500 ou 1000 puits en Île-de-France, ça représenterait que 18 jours de consommation. Ça, c'est les huiles de schiste. Hein. Bassin parisien. On est bien d'accord. Que les auditeurs comprennent bien qu'on parle des huiles de schiste. Des puits d'huile de schiste, avec des grands dériques, etc. Voilà. Que les auditeurs comprennent bien 2 choses. Il y en a combien aujourd'hui des forages ? Quand on parle de... Dans le bassin parisien, il y en a eu 2000 de faits. Il y en a eu 2000 de faits. Oui. Alors, je voulais préciser une chose. En ce qui concerne la différence entre les huiles de schiste et le gaz de schiste. Il faut savoir que le gaz de schiste, ce n'est pas un cours mondial comme pour le pétrole. Le gaz de schiste, le gaz se transporte pas facilement. Il faut le liquéfier ou il faut le distribuer par des tuyaux, par des pipelines. Et ça, c'est pas commode, ça revient cher. Donc le gaz a un prix qui varie suivant le lieu de consommation. Aux États-Unis, où ils exploitent maintenant des gaz de schiste 15% dans leur consommation, 35%, pardon, 30% de leur consommation, et ils le produisent eux-mêmes. Ils ont fait plus de 500 000 forages. Pour le gaz, le cours du gaz s'est complètement effondré cette année, à tel point que les compagnies, certaines vont arrêter de l'exploiter pour faire remonter les cours. Donc, en Europe, on n'est pas du tout dans cette situation. Le gaz est encore à un niveau de prix élevé, en particulier à cause du gaz russe, et pour des compagnies importantes, Total ou d'autres, c'est important d'exploiter du gaz en Europe. Plus rentable, beaucoup plus rentable que l'exploiter aux États-Unis. Mais c'est une ressource, globalement, au niveau mondial, les ressources de gaz sont très importantes. Les ressources conventionnelles, c'est à peu près 60 ans de notre consommation, et le gaz de schiste, on rajouterait 60 ans. Donc c'est à peu près équivalent. Donc c'est quelque chose d'énorme. Pour le pétrole, c'est pas du tout le cas. Alors le pétrole est très cher, le cours du pétrole est mondial, c'est des petites quantités, mais des profits considérables. Le prix de revient du baril pour l'entreprise qui va exploiter du pétrole, c'est $30 le baril. Le pétrole est à $100, ça fait $70 de profit. Et ça risque de grimper en plus. Et ça risque de grimper. Donc, au point de vue énergétique, c'est pas grand-chose, mais au point de vue profit pour les compagnies qui vont l'exploiter, c'est énorme. Et c'est des petites compagnies, parce que ça représente pas des gros volumes. Alors c'est pas Total ou la Shell, c'est des Vermillon, Toréador, Géopétrole, des petites compagnies qui sont spécialisées sur des petits gisements à très haut profit. Avec d'énormes bénéfices avec derrière. Bénéfices. Voilà. Et justement, ça me fait penser, c'est Christine qui me le montrait sur son petit carnet, il y a le frère Balkany qui était dans dans le coup aussi, à l'époque. Oui, alors parce qu'il y a toutes les affaires, les magouilles politiques. Non, mais il faut le rappeler quand même. Allons-y. Un homonyme, mais de la famille, quoi. Enfin, quand même, c'est disons du clan. C'est le clan Balkany. C'est le clan Balkany. D'ailleurs, il était bien placé. Il est candidat pour être candidat aux élections législatives pour les Français des États-Unis. Ah ouais, quand même. D'accord. Donc bon, cette loi arrive en juillet, pour resituer un peu. C'est suite à une très forte mobilisation, et cette loi qui tombe en disant voilà, on interdit la fracturation hydraulique, on est en plein été, etc. Bon, le mouvement militant se dit quoi? Se dit ouais, super, on a gagné? Oui. Tous les militants se disent pas on a gagné, mais le mouvement en général dans la population, effectivement, le mouvement s'effondre. Beaucoup de gens pensent que le problème est derrière nous. Et le plus dur est fait. Le problème est derrière nous, alors qu'en fait, on va en parler, le problème est devant nous. Voilà.
Oui. D'accord. C'est que les gens ont le sentiment, d'abord, ça fait toujours très mal d'avoir peur et de s'angoisser pour l'avenir. Et quand on entend des messages, mais tout va aller très bien, on va se débrouiller et tout, on a envie d'entendre ça. Donc c'est normal aussi que les gens un peu essayent de se rassurer, se dire bon, ça va s'arranger, puis le bon sens va reprendre le dessus, l'intelligence va reprendre le dessus, la réflexion et tout. Donc la loi arrive, tout le monde part en vacances en se disant au moins profitons de ces peut-être dernières vacances. Voilà. D'accord. Bon, moi je vous propose d'écouter un morceau de musique. Je rappelle pour les auditeurs le numéro du studio. Normalement ils le connaissent par cœur, mais je le rappelle toujours. 01 43 71 89 40. 01 43 71 89 40. Vous pouvez appeler et on va écouter un morceau de musique que vous allez peut-être nous présenter. Oui, alors c'est une musique faite par des militants du sud de la France, de l'Ardèche justement, qui est utilisée dans les grandes manifestations et qui a été faite spécialement, composée par des compositeurs locaux. Donc je m'excuse de ne pas avoir apporté le nom. Ils se reconnaîtront s'ils nous écoutent. Hein, donc c'est parti. Ardéchois, lève-toi, Ardéchois, chante avec moi. Le gaz de schiste, on n'en veut pas. Le gaz de schiste ne passera pas au pays de Jean Ferrat. Ardéchois, lève-toi, Ardéchois, chante avec moi. Le gaz de schiste, on n'en veut pas. Le gaz de schiste ne passera pas au pays de Jean Ferrat. Ardéchois, lève-toi, Ardéchois, chante avec moi. Le gaz de schiste, on n'en veut pas. Le gaz de schiste ne passera pas au pays de Jean Ferrat. Ardéchois, lève-toi, Ardéchois, chante avec moi. Le gaz de schiste, on n'en veut pas. Le gaz de schiste ne passera pas. 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans gaz de schiste, ni huile de schiste. D'ailleurs, ce soir, c'est l'émission La Grenouille Noire en direct avec, vous l'aurez bien compris, une émission consacrée ce soir au pétrole et gaz de schiste, ces hydrocarbures non conventionnels. On a donc, dans la première partie de l'émission, vu un peu ce qui s'était passé il y a un an, la mobilisation. Une loi est arrivée qui interdit la fracturation hydraulique avec une ambiguïté, mais qui l'autorise en réalité via l'expérimentation. Cette loi tombe pendant les vacances, comme beaucoup de lois d'ailleurs, quand les Français sont en vacances. En juillet 2011, le mouvement militant, ou tout au moins une partie du mouvement militant, où le grand public peut-être crie victoire et s'endort un peu, faut le dire. C'est la rentrée de septembre. Et puis, ce que vous allez décrire probablement, c'est que le lobbying des pétroliers, des grands groupes suit son œuvre. Et donc, je le redis, autour de la table, il y a 3 militants autour de la table. Philippe Lecorneur du collectif Île-de-France, Christine Arfeuillère du collectif Île-de-France, Bernard Redon du collectif Sud Seine-et-Marne, qui vont continuer à nous expliquer. On revient aller à l'automne 2011 pour voir un peu l'état des troupes sur le front de la militance anti-gaz de schiste et anti-huile de schiste.
Donc, on en est resté à la loi qui est arrivée en plein été et tout semblait réglé. Les pétroliers, évidemment, n'ont pas accepté cette situation. Et très rapidement, on a assisté à un formidable lobbying de l'industrie pétrolière, enfin de Total, à la division gaz de Total, de l'Institut du pétrole et du pétrole, qui ont fait des exposés partout où ils pouvaient faire des exposés, dans les écoles, dans les grandes écoles, auprès de l'Assemblée nationale, auprès du gouvernement. Et même à la télévision. Et même à la télévision, où on a assisté à des émissions vantant les avantages économiques pour les États-Unis qui exploitaient les gaz et les pétroles de schiste. Et puis le point d'orgue de cette contre-offensive, de ce lobbying, ça a été le colloque organisé par Monsieur Gonod à la Maison de la Chimie au début du mois de janvier. Alors, colloque c'est un député, ce monsieur. C'est un député. C'est un député. Monsieur Gonod, c'est député de l'Oise, je crois. Je sais plus. Alors, c'était celui qui avait participé à la commission parlementaire dont on parlait précédente. Voilà. Donc, dans ce colloque qui était un colloque sur les énergies, un chapitre était consacré aux ressources de pétrole et gaz de schiste et qui était intitulé ces ressources de pétrole et gaz de schiste, la France peut-elle s'en passer? Et puis, l'interdit français, comment en sortir? Et puis, c'était sous le haut patronage de Monsieur Besson, avec la participation de Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc, c'était le vrai, et du Premier ministre, et ça a été un vrai scandale. Ben voilà, on a une loi qui interdit la fracturation hydraulique, tout le monde paraissait rassuré, et voilà, un colloque présidé par le Premier ministre avec le plus haut personnage de l'État, qui dit comment sortir de l'interdit. Donc, je pense que c'était une maladresse de Monsieur Gonod. Une provocation même. Une maladresse, ou une provocation qui fait qu'il se croyait seul, je pense. Parce que les droits d'entrée, de toute façon, étaient vraiment rédhibitoires. 95 € l'entrée, oui. C'était pas pour les militants. Voilà. Donc ils se croyaient entre eux. Pour l'élite de la nation. C'était pour l'élite. Donc on s'est dit, il faut réagir à ça, on va pas laisser ça passer. Donc il y a eu plusieurs hypothèses. Ça c'était en janvier. C'était le 17 janvier. Donc il n'y a pas très longtemps. Le colloque était prévu pour le 17 janvier, on s'en est aperçu pendant les vacances au mois de décembre. Donc on va organiser un contre-colloque dans lequel on va faire venir des scientifiques et puis qui sera ouvert à tous les militants et on va dire qu'effectivement on peut se passer des énergies de schiste et puis on n'a pas du tout l'intention de sortir de l'interdit. Au contraire, il faut le maintenir et le renforcer. Et la région Île-de-France nous a ouvert les portes de son hémicycle, donc on a eu un lieu magnifique. Et puis je crois qu'on a eu rempli un mardi de semaine, enfin vraiment l'après-midi, on l'a plus que rempli. Alors qu'on a eu 8 jours pour diffuser le message. Donc cette espèce de colloque un peu provocateur a un peu réveillé les esprits chez les militants qui s'étaient un peu endormis et il y a eu de la mobilisation. Donc, alors il y a un deuxième paramètre qui a réveillé les militants, c'est qu'on a découvert quelque temps après que 14 nouveaux permis étaient sur le point d'être accordés, dont 12 en Île-de-France, qui couvrait 2600 km² de l'Île-de-France, c'est-à-dire la moitié de la surface de la Seine-et-Marne. Donc des permis nouveaux, toujours avec l'interdit de la fracturation hydraulique. Et déposé par qui Déposé par Géopétrole, déposé par Toréador, par Vermillon. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes, oui. Donc ça les a pas refroidis en fait. La justification pour accorder ces nouveaux permis, c'est il n'est pas exclu que l'on puisse trouver encore du pétrole conventionnel. Donc on accorde des nouveaux permis. Or, comme je disais tout à l'heure, tous les spécialistes savent très bien que c'est une illusion, qu'il n'y a pas de pétrole conventionnel à découvrir. Il n'y a plus rien à Donc, s'ils maintiennent ces nouveaux permis, s'ils demandent encore des nouveaux permis, bien que la fracturation hydraulique soit interdite et bien qu'il n'y ait pas d'autres ressources à trouver, c'est bien qu'ils espèrent, à terme,
pouvoir exploiter les schistes. Voilà, en faisant de ce qu'on disait ça- tout à l'heure, de la fracturation propre ou verte, ou je ne sais quoi. Ah, voilà, c'est ça. Oui, fracturation propre. Oui, on dit aussi charbon propre. Voilà, tout ça, quoi. Voilà, on dit plein de choses comme ça. C'est tous ces trucs-là. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger. Mais moi, je reviens sur le colloque et le contre-colloque. Bon, paradoxalement, moi, je remercierais Monsieur Gonod d'avoir organisé ce colloque parce que justement, ça a permis de remobiliser en fait les énergies, les troupes, etc. Bon, qui effectivement avaient été un peu. Et puis. Enfin, pas démobilisé, mais enfin bon, un peu effectivement calmé, je dirais, attentiste. Et puis de le remettre également sur le devant de la scène, sur un plan médiatique plus général, parce que le contre-colloque qui a été organisé a eu des retombées médiatiques assez importantes. On en a parlé un peu partout. Donc il y a d'un côté, ce qu'il faut bien voir, c'est effectivement dans ce type d'action, comme dans beaucoup d'autres, là on parle des pétroles de schiste, mais on pourrait parler d'autres choses. Il y a l'action militante d'un côté, et puis il y a qui a pour but en fait de réveiller les consciences, réveiller l'opinion publique, qui sont effectivement deux choses différentes, et de la tenir à bout de bras. Donc il faut des événements. Donc soit c'est des événements qui sont créés par les militants eux-mêmes, soit ce sont des événements qui sont créés par les opposants. Dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, tout est effectivement bon à prendre. Donc je pense que plus les permis aujourd'hui, je veux dire que je pense que Internet, les messageries, Facebook, Twitter et compagnie n'ont jamais autant fonctionné entre les militants que depuis 2 mois. Voilà, ça permet de mobiliser. C'est vrai que ces outils-là, ça permet de mobiliser rapidement les militants. Hein. Donc 260 personnes, c'est ça, à ce contre-colloque. Il y en a eu plus. Il y en a eu plus, 300. 260 inscrits qui ont laissé leur nom, mais il y a eu beaucoup plus de monde. Il y a eu un moment, il y avait une 50aine de personnes à l'extérieur, alors que l'amphi était débordant. Et on retrouve alors des militants, des collectifs un peu sur le territoire. Il y avait une coordination nationale le week-end précédent. Il y avait des gens qui venaient de partout. Donc, il y a des gens qui venaient du Sud, des gens qui étaient venus pour la coordination nationale. Il y avait des étrangers aussi, il y a des étrangers qui sont venus. Parce qu'ils avaient vu sur et puis il y a des Bulgares qui sont venus et qui ont d'ailleurs annoncé au cours du contre-colloque l'interdiction par la Bulgarie de la fracturation hydraulique. Ça a été un grand moment. J'étais en train de rechercher les intervenants, parce qu'on a eu des intervenants prestigieux aussi. On a eu des intervenants vraiment... Est-ce qu'en Bulgarie, c'est pas une interdiction un peu à la française, un peu de la poudre aux yeux Est-ce que c'est une vraie interdiction ou... Enfin, je peux pas dire. Parce que je pense aux militants, je sais pas, au Canada, aux États-Unis, ou en Bulgarie ou ailleurs, quand ils ont vu la loi en France arriver en disant en France, regardez, c'est interdit. La fracturation hydraulique est interdite en France. Ils ont dû pousser des cris de joie aussi. Oui, et puis il y a des États aux États-Unis qui ont interdit la fracturation hydraulique. C'est effectivement un combat qui est planétaire, et je pense que partout il y a des populations qui ne veulent pas voir saccager leur territoire. Donc là, il y avait des gens à ce contre-colloque, tu disais du Canada, c'est ça, des Bulgares. Dans les signatures que j'ai vues, il y avait des gens des États-Unis qui sont venus. Il y avait une dizaine d'Américains qui sont venus de manière diverse, hein, mais j'ai pas en tête. C'est vrai que c'est peut-être important de s'arrêter un peu sur cette mobilisation qui s'internationalise. Il y avait les Canadiens aussi qui sont venus. Les Canadiens, est-ce que c'est pas le moment d'écouter le témoignage justement, puisqu'on parle de témoignages étrangers, au Canada, et aussi il y a une très forte mobilisation parce qu'il y a des projets similaires aux autres qui sont même plus avancés que chez nous, le long de la vallée du Saint-Laurent. C'est un État très rural, et les gens sont très attachés à leur terre, à leur paysage, et se révoltent aussi. Ils sont conscients des risques, ils ont vu ce qui se passait aux États-Unis, en Pennsylvanie, ils savent que c'est des dangers pour l'eau, ils savent qu'il y a des dangers pour l'air, et il y a une forte opposition. Et comme chez nous, ils ont créé une commission d'évaluation, une commission favorable, bien sûr, comme toutes les commissions d'évaluation, pas vraiment indépendante. Et cette commission va de village en village, fait des réunions publiques, et les habitants sont invités à s'exprimer. Et justement, j'ai quelques enregistrements de cours de ces réunions publiques qui sont assez amusants. Donc on va entendre une personne qui s'exprime de manière originale, et puis ça va nous permettre d'embrayer sur la suite. Lève
la voix ce soir parce que j'en ai plein mon cul, là. Je suis fatigué. Je vais commencer ma présentation, pareil comme je commence ma présentation lors de soirées d'information pour informer les citoyens de ce que c'est le gaz de schiste. Parce que c'est bien plate, mais après 3 ans sur le territoire, après 15 mois qu'on est au courant, qu'on a fini par s'apercevoir que c'était sur notre territoire, il y a encore énormément de populations qui ne sont même pas au courant de ce que c'est le gaz de schiste. Et c'est nous qui faisons ce job-là. La job que notre gouvernement aurait dû faire au début, c'est-à-dire une consultation publique pour un enjeu aussi majeur. Alors, je vais vous présenter à vous, chers membres du comité, ma façon d'ouvrir le dossier. J'ai ici avec moi un beau champignon, puis j'ai un deal à faire avec vous. Un champignon comestible, peut-être, je ne sais pas. Je ne le sais pas, mais c'est pas grave. Parce qu'en quelque part, je vous invite, s'il y en a un d'entre vous, vous lèverez la main si ça vous tente. Moi, je donne un vin à celui qui mange le champignon qu'il y a ici. C'est un vin facile à faire, ça. Vous avez juste à le manger, le champignon. Et y en a-t-il un qui veut parmi vous un win? Vous semblez pas bien intéressé? Bon, ben, attends un peu, c'est peut-être parce que les redevances sont pas assez élevées, mais on va vous en sortir un peu plus. On est rendu à 40$. Êtes-vous prêts à le manger, le champignon? Pour 40$, on a augmenté les redevances. On a augmenté les compensations aux municipalités, aux MRC. Hein? Faudrait-ce que je continue à l'augmenter? Combien ça vous prend pour être capable de manger le champignon? Pouvez-vous me répondre? Continuez. Oui. Je vais continuer, c'est sûr. C'est pas fini. OK? Mais vous le savez pourquoi c'est faire que vous ne voulez pas avoir mangé le champignon. Hein? Vous le savez très bien. C'est inné chez l'humain, ça. C'est le principe de précaution qu'on appelle, qui fait d'ailleurs partie du développement durable, des 16 principes du développement durable. On s'entend-tu là-dessus? Alors, ce principe-là, tous les citoyens le comprennent. Il n'y a jamais personne qui a voulu le manger, mon champignon. OK? Alors, peu importe le montant d'argent. Fait que la question économique, là, débarquez ça de votre programme d'études parce que c'est pas ça qui est important pour l'instant. Ce qu'on ne connaît pas dans le gaz de schiste, justement, c'est à savoir si ça va nous empoisonner nos nappes phréatiques ou notre air ou notre qualité de vie. C'est ça le problème. Alors, on va partir de là, on va commencer par le commencement, si vous me permettez. On est pas mal plus au courant du dossier que certains d'entre vous qui viennent d'arriver dedans. Alors... Voilà. Donc c'est assez drôle, c'est très imagé. Donc effectivement, est-ce qu'on est prêt à prendre un risque? Est-ce qu'on est prêt à faire chez nous des trous, des forages, à faire la fracturation hydraulique? Donc on n'est pas les effets à court terme, mais surtout pas les effets à long terme. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préparant l'émission, c'est que on cherche toujours un rapport de cause à effet. On fait un forage, est-ce qu'on a contaminé l'eau, est-ce qu'on a contaminé l'air? Et on ne s'inquiète pas de savoir qu'est-ce que dans 10 ans ou dans 20 ans, qu'est-ce que ça va devenir. Alors, on a fracturé sur une très grande surface toute la couche de schiste, on a changé de manière définitive, irrémédiable la géologie du sous-sol, et c'est ce que dit Marc Durand, le géologue du Canada, et d'autre part, ces puits, une fois qu'on a fini d'exploiter, qui ne donnent plus rien, parce qu'ils donnent que quelques années, les puits, on ne l'a pas dit, mais au bout de 5 ans, ils donnent presque plus rien. Au bout de 7 ans, ils sont fermés. Donc on les rebouche, mais on les rebouche avec du ciment qui est toujours poreux, dans des tubages en acier qui se corrodent. Et les dernières études montrent qu'au bout de 15 ans, 50% des puits fuient. Ils fuient, c'est-à-dire qu'il y a du gaz qui s'échappe, il continue à s'échapper dans l'atmosphère. Et s'il y a des dégâts, s'il y a des explosions, s'il y a des incendies, ça va être à la charge de la communauté, des collectivités locales, parce que les compagnies, dans 20 ans, elles auront disparu. Donc cette question-là, c'est vrai qu'en préparant l'émission, du devenir, une fois l'exploitation terminée, du devenir finalement de ces exploitations, c'est laissé alors complètement à l'abandon, quasiment. Tu disais, il y a des fuites, c'est du gruyère. Après, le sol est perforé de partout, c'est ça? C'est pas du tout. Oui, alors il y a une image, Mais c'est du gruyère, quoi. C'est un gruyère, quoi. C'est ça. Et puis la poussière même. Et puis une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que on n'exploite qu'une petite partie de la totalité de la réserve. On dit 10%, peut-être quelques pourcents, maximum 10% du pétrole ou du gaz qui est compris dans la couche de schiste. Et ce gaz, quand on aura fini d'exploiter, il va rester, il va toujours être là. Au début, on a fait une fracturation, on a fait des fissures, le gaz ou le pétrole va s'écouler par ces fissures. Et puis, quand le débit est trop faible, c'est plus rentable, on ferme le puits. Mais les fissures sont toujours là, et le gaz va continuer à s'échapper, beaucoup plus lentement, va continuer à s'échapper par ces fissures, et va chercher à sortir.
Et puis il y a l'impact sur tout ce qui est le réseau hydrologique en tant que tel, qui lui est perturbé. Alors la géologie est perturbée. Et il y a aussi une chose dont il faut être conscient, c'est que le déplacement de l'eau dans les couches souterraines, dans les aquifères, comme on dit, c'est un déplacement lent. C'est pas comme une rivière qui coule. Ça fait que quelques mètres par an. Donc on va pas s'apercevoir tout de suite des conséquences. Quelques mètres par an, il va falloir attendre 10 ans, 50 ans avant que l'eau qui s'écoule lentement va sortir et va se retrouver contaminée. Donc, quand il parle du champignon, il ne faut pas manger, ce principe de précaution, parce qu'on ne sait pas. Et personne ne sait quelles sont les conséquences à long terme. Et pour en revenir à excuse-moi. Oui, je voulais sortir juste une parenthèse du côté technique. Il y a une remarque que je voulais faire sur ce qu'a dit le monsieur, le Canadien, qui me semble importante, c'est quand il a parlé de l'information sur les dangers de l'exploitation des hydrocarbures de schiste, en disant normalement c'est le rôle des gouvernants en fait de faire ça, des gouvernants effectivement. Les gouvernants n'ont rien fait, c'est nous. Citoyens de base en fait qui l'avons fait et c'est voilà exactement comme ici en France et je pense dans les autres pays européens. Ça c'est pour souligner encore une fois l'importance justement de ces mouvements associatifs, individuels, de collectifs, etc., totalement indépendants de tout bord politique et qui ont contre vents et marées, qui ont eux-mêmes à partir de rien qui ont remonté ces informations petit à petit, qui ont réussi à mobiliser non seulement des amis, des proches, mais quand même une partie de l'opinion publique. Oui. Et ça, c'est un phénomène, je crois, dont les collectifs et tout le monde peut être légitimement fier, d'une part, mais qui aussi, je pense, ouvre la voie et doit ouvrir la voie à d'autres actions de ce genre-là, qui montrent en fait la force de la citoyenneté aujourd'hui face, à effectivement, on peut dire à la fois la démission des gouvernants face effectivement au lobby et à la mainmise de l'économie. La citoyenneté et la sagesse aussi. La sagesse des gens de la terre, la sagesse des gens qui vivent sur place, qui ont leurs champs, leurs animaux et les femmes, c'est très bien exprimé d'ailleurs. Il y a une Canadienne, elle n'est pas dans nos reportages là, mais qui le dit et qui s'adresse à cette commission et qui dit: mais messieurs, moi je suis désolé de vous dire que nous en connaissons beaucoup plus que vous. Nous savons beaucoup plus que vous de quoi il s'agit et les conséquences. Alors, les collectifs locaux en France, maintenant, il y en a combien à peu près, on sait? Parce que c'est difficile, il y en a au moins une centaine. Il y en a une centaine. À ce sujet des collectifs locaux, je voudrais dire une chose, c'est que c'est très important qu'il y ait des collectifs partout. Parce qu'un collectif, ça fonctionne bien de bouche à oreille, ça fonctionne bien entre gens qui se connaissent, ça fonctionne bien entre voisins qui sont révoltés. Et comme au Canada, comme ailleurs, et comme dans d'autres régions en France, dans le sud de la France où il y a un programme qui démarre un collectif par village, je crois que c'est ça. Et ce qui est en train de se passer en Seine-et-Marne, en Ile-de-France aussi, justement, à cause de ces 12 nouveaux permis qui viennent d'être accordés, encore une fois, en catimini, parce qu'on n'a pas fait d'annonce qu'il y avait ces nouveaux permis. Il a fallu aller sur le site du ministère, le découvrir, et on n'a pas prévenu les maires, on n'a pas prévenu les collectivités locales. Et c'est nous qui le faisons. Et c'est nous qui le faisons pour rejoindre ce que tu disais. Voilà. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que sur ces nouveaux permis, on est en train, le collectif d'Île-de-France, on est en train de faire un gros travail pour prévenir toutes les municipalités ou toutes les associations locales, les petites associations, pour les encourager d'abord à se manifester et à protester, et puis ensuite à constituer un collectif. On est prêt à leur fournir du matériel, à aller faire des exposés pour faire des petites réunions publiques, de façon à ce qu'il y ait plein de tout le monde est concerné en France, parce que c'est vrai que huile et gaz de schiste, ça concerne 10%, je crois, du territoire national à peu près. Oui. Mais bon, on peut tout à fait créer un collectif en dehors des zones concernées. Enfin, je veux dire, c'est un problème. C'est international, c'est un de problème transition énergétique, c'est un problème général. On voit quand même qu'il y en a donc de tout le sud-est de la France, la région parisienne, le bassin parisien qui va jusque dans l'est. Il y a des collectifs dans l'est, et puis il y a des collectifs dans Rhône-Alpes. Il y a des projets dans l'Ain. Il y a des projets le long du lac Léman. Il y a des projets bien sûr en Aquitaine. C'est plus que des projets, le pays de Gex, c'est déjà... c'est des permis.
Oui, ce sont C'est des des permis. projets, je veux dire des Ah oui, permis. mais quand il dit permis, le propriétaire d'un permis, il a bien l'intention de... Et il y a les Bretons qui commencent à en Voilà. parler, il y a les Bretons qui commencent à se Ouais. manifester parce qu'ils ont un permis offshore Voilà. au large de Brest. Donc ça, quand même, touche... En gros, tout ce qui est un peu extractif, enfin toute cette Oui. dimension extractive touchée à la roche-mère, etc. Est-ce que vous souhaitez, dans votre mobilisation, associer effectivement toutes les luttes qui concernent, alors on va dire d'une manière générale, la grande famille C'est encore de plus l'industrie large. extractive? C'est Ou encore... est-ce que vous voulez vous focaliser Oui, uniquement pardon. sur huile et gaz de schiste? Ouais. Et où est-ce que vous voulez élargir? Il y a des Non, liens. parce que- Il y a des, tu peux peut-être en parler. Il y a des ponts entre la lutte, par exemple, sur Pour les la gaz de schiste sauvegarde de et puis l'eau, l'eau. pour l'or, etc. L'eau, bien enfin, sûr. pour nous, c'est l'eau. Oui. Pour nous, c'est l'eau, mais tu as des pays qui sont absolument démolis, ruinés, pillés par la conquête de l'or, enfin les extractions Alex. d'or. Et alors, ce qui est gravissime, je trouve, et ce qui choque beaucoup, ce qui fait que dans les collectifs, vous avez des gens qui sont de tous les horizons. Je veux dire, c'est pas de tous les partis. Hein, je dirais même du parti qu'on dit majoritaire aujourd'hui, et qui sont en lutte avec nous, à nos côtés, avec tout le monde. On ne se demande pas de quel parti on est. C'est que, vraiment, c'est plus qu'un sacrilège, c'est un pillage. On est en train d'ouvrir nos sous-sols à, allez-y, les mecs, les chercheurs d'or noir. Et quand on sait quand on regarde l'histoire de la Californie, comment s'est fait la recherche de l'or, c'était tous ceux qui n'ont pas de travail. Il faut dire qu'on a, et on va avoir encore plus, on va avoir des très mauvaises nouvelles, mais le chômage est épouvantable et va encore grossir. Donc tous ces gens qui n'ont plus rien, qu'on a rendu à la misère et qui aujourd'hui vont chercher du travail, on va leur dire, mais allez-y, creusez, là vous avez des emplois. Et ils vont découvrir, comme ça se passe aux États-Unis, que ce sont des emplois, je ne vais pas dire un gros mot, mais c'est des emplois épouvantables, des emplois qui les tuent, où ils se retrouvent tout seuls, ils sont à peine formés, il n'y a pas de contrôle, ils créent la mort partout et ils sont eux-mêmes empoisonnés. Et comme ils travaillent jour et nuit, il leur reste 3 heures pour dormir dans leur camion, dans le froid, dans un climat pas possible. Alors ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils le reperdent immédiatement parce qu'évidemment on vient faire... Ils repartent sans un sou, je veux dire, parce que on met pour les divertir, leur faire. Alors il y a des bars, il y a de la prostitution, il y a les boîtes de nuit, il y a les jeux, les casinos. Tout ça, ça va créer beaucoup d'emplois, comme ils disent aujourd'hui. Et je m'insurge contre ça. Je suis pas la seule à m'insurger. Voilà. Bon, moi, on passe une question d'un auditeur qui travaille dans un milieu pétrolier et qui dit que contrairement à ce que l'on a affirmé tout à l'heure, qu'il y a encore beaucoup de pétrole conventionnel en France et qu'avec des nouvelles technologies, on peut exploiter des poches très importantes de pétrole conventionnel. Alors, bien, je pense qu'on n'a pas le même niveau d'information. En ce qui concerne le pétrole, d'ailleurs cette personne parle du pétrole, en ce qui concerne le pétrole, on en trouve essentiellement dans le bassin parisien. Il suffit de regarder les... Ils intègrent peut-être le offshore. Alors, dans les... si on parle de offshore, on parle du sous-sol quand même, hein, dans cette question. C'est-à-dire que dans le sous-sol, il y a encore beaucoup... Eh bien, il suffit de regarder les données minières et géologiques du BRGM, qui sont disponibles et qui sont publiques, pour s'apercevoir que des carottages et des forages depuis les années 80, il y en a eu partout, dans tout le bassin parisien, que des lignes sismiques quadrillées, mais à une échelle très, très fine, et que l'IFP lui-même, et l'IFP, quand même une autorité en la matière. C'est l'Institut français du pétrole. L'Institut français du pétrole, oui. Reconnaît qu'il n'y a plus de gisements importants, conventionnels à découvrir, que tout a été découvert. D'ailleurs, c'est une question de bon sens. Quand on cherche quelque chose, on commence par trouver les gros morceaux, les gros cailloux. Ce qui est plus visible. C'est plus visible. Et puis, si on regarde plus finement, si on prend une loupe, on va trouver les petits cailloux. Mais on trouvera les gros cailloux, on les a déjà découverts. Mais bon, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que avec l'augmentation du prix du baril, qui est à $100 et plus de $100 à l'avenir, effectivement, si on prend l'exemple du Canada, les sables bitumineux sont devenus rentables à exploiter, parce que bon, ça coûte certes plus cher, mais après le prix du baril augmentant, ça devient rentable d'exploiter les sables bitumineux. Alors peut-être qu'il y a des zones comme ça qui n'étaient peut-être pas exploitables ou identifiées comme étant exploitables et rentables à l'époque. Peut-être qu'elles le deviendraient aujourd'hui au prix du baril
qui est quand même plus élevé. Alors est-ce que c'est pas ça qui expliquerait que il y a peut-être des poches qui sont devenues rentables en fait? Dans les années 80, on exploitait dans le bassin parisien à peu près 4% de notre consommation, et plus le bassin aquitain, on faisait de l'ordre de 6% de notre consommation. Comme ces gisements découverts à l'époque ont diminué, parce qu'ils s'appauvrissent, on est aujourd'hui rendu à 2% de notre consommation. Donc, bien que des investissements de recherche quand même continuent à être faits, on n'imagine pas qu'on trouve le gisement miracle qui nous transformerait en Arabie Saoudite ou en Qatar, à moins d'exploiter ces pétroles de schiste, mais ça c'est une autre histoire. Très bien. Oui, est-ce qu'on peut juste revenir sur les permis dont parlait Philippe, là, ces fameux 12 permis en Ile-de-France et puis les deux autres, juste pour souligner également, donc il y avait l'enquête publique donc avait été lancée en catimini, comme on a dit, parce que je crois que Philippe l'a souligné, effectivement, peu de gens concernés savaient d'abord qu'ils étaient concernés, parce qu'il était extrêmement difficile de trouver déjà sur la carte les emplacements des puits et des forages. Et puis ils avaient en tout et pour tout chacun avait un mois pour donner ses donc il y a eu une levée de bouclier, effectivement, heureusement, qui s'est opérée. Donc justement, c'est une référence à ce qu'on disait tout à l'heure sur la remobilisation, ce qui a permis de reporter le délai d'un mois. Donc je crois que maintenant c'est le 19 mars, je crois, l'échéance. Mais ceci étant dit, la crainte qu'on peut avoir maintenant, c'est que qu'est-ce qui va se passer après le 19 mars, notamment, à titre d'exemple, compte tenu du fait que nous n'avons plus, c'est dont on discutait tout à l'heure, nous n'avons plus aujourd'hui, officiellement, nous n'avons plus de ministre de l'écologie. Qui d'ailleurs est quand même en charge de ce... Il reste Éric Besson sur l'énergie. Il reste effectivement Éric Besson, mais la NKM est quand même aussi en charge conjointement de ce été. Et donc il y en a plus. Je veux dire, elle est maintenant porte-parole. Alors il n'y a plus de ministre de l'écologie. Soyons précis. Il y a un ministère qui est placé sous l'égide du Premier ministre. Il y a effectivement un ministre de l'écologie par intérim qui s'appelle François Fillon. Ouais. Qui, comme chacun le sait, est un grand spécialiste de l'environnement. Donc ça fait un peu peur, quoi, parce que c'est comme si on donnait le ministère de la délicatesse à Nadine Morano, quoi. C'est un peu ça. Donc voilà, donc ça c'est une question. On n'a pas la réponse, mais c'est aussi c'est très gênant, parce que c'est dans une période effectivement tendue sur ce plan-là, qui redevient tendue sur ce thème-là. On a encore la confirmation que l'environnement, ça commence à bien faire. Oui, ça, de toute façon. Sujet d'environnement, on pourrait peut-être passer le deuxième témoignage. Allez. On va peut-être revenir un peu sur des choses assez terre à terre. Il s'agit donc d'un agriculteur, vous allez voir, qui parle avec beaucoup d'amour de sa terre, et c'est intéressant. On n'a pas le droit de toucher à l'eau. OK? Dès qu'il y a des risques de contamination, regarde, on ne devrait même pas toucher à ça. C'est tout simplement pour ça que le monde y pense pas. Comme agriculteur, je fais un petit résumé. Je travaille environ, tout dépendant des périodes, entre 80 et 120 heures par semaine. Mes loisirs, c'est de rester chez nous. OK? Je réussis à faire un peu d'astronomie parce que j'aime bien ça. Je m'imagine avec des puits de gaz de schiste autour, éclairés toute la nuit. Qu'est-ce que ça va être, mon ciel d'observation? OK? Bonne préoccupation. Je suis obligé d'être chez nous 7 jours sur 7. Autre chose, j'aime bien prendre des marches en forêt. J'explore un peu, je répertorie un petit peu les plantes qui sont justement sur mes terres. Présentement, mon livre de chevet, la flore laurentienne. Depuis le début, on n'entend pas parler de ce qui se passe au-dessus. On entend parler du sous-sol. Je suis d'accord, c'est la base, il faut la protéger. Lorsqu'un site de forage s'installe, est-ce que les plantes vulnérables, est-ce que les plantes menacées sont répertoriées? C'est l'héritage du Québec. OK? Puis on n'entend pas parler. Je
peux vous revenir avec un autre livre semblable à ça sur la faune puis sur les insectes. OK? C'est toutes des choses qui font partie des écosystèmes qui sont menacés par les gaz de schiste. OK? Un écosystème, quand c'est détruit, c'est détruit. Il y a des plantes sur ma terre, je parle pour moi, mais c'est le cas de bien du monde. J'ai des plantes sur ma terre qui poussent juste dans certains endroits. Si les gazières décident de s'installer là, c'est fini. OK? Il est urgent d'agir aussi de ce côté-là, puis d'en prendre conscience. J'aimerais qu'il y ait, moi, un autre comité qui pourrait calculer, justement, qui pourrait faire des études sur le dessus. Qu'est-ce qui se passe sur le dessus? J'aimerais aussi qu'il y ait quelqu'un qui puisse calculer une terre agricole depuis le début qu'elle a été défrichée, combien qu'elle a rapporté, puis combien de temps qu'elle va rapporter aussi. Il y a des terres en Europe, là, ça fait 1000 ans qu'elles sont cultivées. OK? Essayez donc de le compter, juste pour voir, puis après ça, le comparer avec un puits de gaz de schiste, comment que ça peut rapporter. Le gouvernement est bien bon pour nous dire, regarde, ça va rapporter 5 milliards. Il n'a jamais été capable de calculer comment que l'alimentation, comment que les terres agricoles vont nous rapporter, par exemple. OK? Ils ont de la difficulté à le faire. Mais commencez par miser là-dessus. En terminant, un addon. Je suis en train d'allumer mon poêle, justement, hier soir. Je tombe sur un article de La Terre de chez nous. Tout petit article. J'ai essayé de la retrouver parce qu'il m'en restait juste... il m'en restait quand même un bon bout, mais qui parlait de la politique énergétique des États-Unis. Puis j'ai fait un lien, justement, avec le gaz de schiste d'ici. Ils sont en train d'essayer de trouver de nouvelles sources d'énergie pour faire marcher, justement, les véhicules. Le gaz naturel en est une. OK? Puis il y a des mandats qui ont été donnés, puis ainsi de suite. C'était une toute petite ligne juste en terminant l'article. Moi, ça m'inquiète parce que notre environnement est détruit, probablement pour exporter du gaz ailleurs. Puis ça, je trouve pas ça tolérable. Merci, monsieur. C'est tout. Je trouve que ça nous ramène un peu sur Terre, parce qu'on parle effectivement de ce qui se passe dessous, on parle de la contamination des nappes, et cet agriculteur, il nous montre bien que l'impact sur la Terre, sur les paysages, sur la faune, sur la flore, et qui est là depuis des temps immémoriaux, on risque de la détruire de façon définitive. Ça ne reviendra pas. Pour un puits qui va fonctionner 5 ou 6 ans. Il y a le sous-sol, il y a le sol, et puis c'est vrai que ça me fait penser un peu ce témoignage. Il y a aussi au-dessus du sol, il y a l'atmosphère, il y a les émissions de gaz à effet de serre derrière. Oui. On en a peu parlé, mais c'est vrai que les bilans, parce que c'est un peu le discours des pétroliers, c'est de dire que finalement ces huiles et gaz de schiste, finalement, ils présentent des bilans énergétiques qui seraient meilleurs que les bilans conventionnels charbon-gaz. Or, je crois qu'à votre contre-colloque, vous avez fait venir des gens pour dire que c'était faux. Enfin, on ne les a pas fait venir pour ça, mais c'est ce qu'ils ont dit. Oui, tant qu'à faire, autant les faire venir. Mais bon, en tout cas, voilà, ils ont démontré que les bilans étaient pas bons en fait, d'un point de vue énergétique. Ces huiles et gaz de schiste. Le gaz de schiste qui est exploité avec des fuites de méthane, puisque tout vient de là. Le méthane est un gaz à effet de serre extrêmement plus puissant que le CO2 au début. Donc il se détruit plus rapidement que le CO2. Donc les 20 premières années, si on tient compte des fuites de méthane qui s'ajoutent à la combustion du gaz qu'on va utiliser, qu'on va brûler dans les voitures ou ailleurs, ou dans les chaudières, eh bien c'est bien pire que le charbon. Comme le méthane se détruit, au bout de 100 ans, ça revient à peu près au même. Mais c'est pas mieux. On n'est pas du tout dans le cas de figure où le gaz de schiste serait une énergie propre. C'est pas du tout contrairement à ce que disent les pétroliers, qui s'appuient là-dessus pour... C'est plus grave encore en effet de serre. Alors il y a encore des gens qui n'y croient pas. Il y a encore des climato-sceptiques. Quelqu'un frappe à la porte. Ça va, mais... C'est que toujours on ramène à l'économie, à la finance, à des chiffres, des choses qui ne sont pas mesurables. Je veux dire, il s'agit de vie. Et il s'agit d'éléments qui font vivre. L'écosystème. Voilà. L'écosystème, l'eau, l'air, la terre, la qualité, la diversité, les petits insectes, les abeilles, tout ce qui contribue à la vie. Et ça n'a pas de prix. Et puis
c'est éphémère, cette exploitation. Et C'est-à-dire que le puits de pétrole, il va être exploité pendant quelques années, et la ressource elle-même, ce qui est dans le sous-sol, au bout de quelques dizaines d'années, on l'aura épuisée. Et on aura détruit, probablement de manière irréversible, beaucoup de choses. On aura détruit des rivières, on aura détruit beaucoup de choses. Alors que on voit bien que c'est pas du tout une vision à long terme. L'heure tourne, on va accélérer un peu sur les mobilisations à nouveau en écoutant les Québécois. Vous disiez qu'au contre-colloque, il y en avait certains. Comment ça s'organise là, à l'international, un peu ce mouvement de mobilisation, les liens avec les différents pays, ça se structure? Comment ça se passe? Ça se retrouve pas vraiment. Au niveau européen, il y a des discussions au Parlement européen pour savoir s'il y a lieu de légiférer sur l'ensemble de l'Europe. Il semblerait que la situation est un peu bloquée et que les commissaires européens en charge de l'énergie et de l'environnement considèrent qu'il n'y a pas lieu d'imposer des règles particulières, que chaque État reste en souverain et on n'impose même pas de règles concernant les produits qu'on utilise et concernant produits. Donc il y a un certain laxisme. Par ailleurs, ceux qui s'occupent de l'énergie disent que oh là là, mais l'Europe a un gros problème parce qu'elle est très dépendante du gaz russe. Donc ça serait vraiment bien si elle pouvait avoir son propre approvisionnement. Donc il n'y a pas grand-chose à attendre du côté de l'Europe. Alors est-ce qu'il y a d'autres collectifs? Oui, il y a eu une réunion à Bruxelles des collectifs à laquelle j'ai participé, organisée par Europe Écologie Les Verts, par José Bové, et il y avait des représentants du Danemark, il y avait des représentants de la Suède, il y avait des Hollandais, il y avait des Allemands, il y avait des Anglais, et puis je crois que c'est tout. Et puis il y avait beaucoup de Français, bien sûr. Ah ben non. Maintenant, ça n'a pas encore donné lieu à une structure vraiment formelle. D'accord. En écoutant le témoignage aussi du Québécois, il s'adressait à une espèce de commission. Si j'ai bien compris. Or, il s'avère qu'en France actuellement, il y a un décret là qui vient de tomber, ou ça va tomber, de la création d'une commission nationale d'évaluation des risques environnementaux liés à la fracturation hydraulique. C'est tout récent, c'est dans la foulée de la loi dont on parlait. Alors, cette commission là, vous en avez entendu parler, j'imagine. Vous en pensez quoi? Oui, écoutez, cette commission, elle est constituée. Elle sera. Quand le décret sera paru, du directeur des risques, qui dépend du ministère de l'Environnement, d'un autre directeur du ministère de l'Environnement. Donc c'est à Matignon que ça va se passer. Pardon ? C'est à Matignon donc maintenant. Oui, ça va se passer. Oui. Et puis de représentants de l'industrie pétrolière, de représentants de j'ai du personnel de l'industrie. Alors j'ai la composition précise qui est déséquilibrée pour le coup. Je l'ai pas amené, mais je l'avais là. Ouais. Donc ça fait effectivement, quand on regarde tout ça, quand on considère les représentants de l'État. Il y a des représentants des collectivités locales et puis donc des élus du conseil régionaux ou généraux. Et puis des représentants d'associations, mais il n'y en a pas beaucoup, des ONG, 3 représentants des ONG. Ce qui fait qu'au total, je crois sur un total de 29, il y en avait 16 qu'on pouvait penser, qui étaient représentants du pouvoir ou de l'industrie pétrolière. Sur 29. Alors, je comprends pas quel est l'objectif d'une commission de suivi d'une technique qui a priori est interdite. Alors, elle doit remettre tous les ans un rapport au Parlement sur l'évolution de la science, de la technologie, etc. Est-ce qu'elle va faire des expérimentations? En théorie, elle peut le faire. Et il n'est pas prévu qu'elle interroge la population et qu'elle aille voir de village en village demander aux gens ce qu'ils en pensent, comme le font les Canadiens. Donc pour ça, à mon avis, ça me paraît un peu plus démocratique. Il y a des sièges d'associations là qui sont prévus. Il y a des gens qui se positionnent comme association pour y aller dans ce truc-là. Ça va être des associations dites représentatives et la loi a changé récemment puisque pour pouvoir être représentatif dans un organisme public, il faut maintenant avoir plus de. Il faut remplir des critères très. Des critères très serrés. Il faut plus, je sais plus combien de milliers d'adhérents répartis sur je sais pas combien de régions. Donc ça sera pas des milliers de donateurs. Voilà. Et ça ne sera pas la petite association de défense de l'environnement local, ça va être des grandes associations comme France Nature Environnement
Il y en a peut-être d'autres, je sais pas, mais il y a peu Mais est-ce d'associations. que ça n'est pas se discréditer que d'aller dans ce genre de truc où les dés sont pipés, où il y a un déséquilibre tel que finalement on servirait Probablement, oui. Il Il n'y a pas grand-chose à attendre. Il n'y a pas grand-chose à attendre du côté de cette commission pour nous défendre. De toute façon, si l'objectif est la recherche de techniques moins néfastes environnementalement, de toute façon, on est bien d'accord sur le fait que ce sont des techniques qui ont pour but d'extraire des fluides, des hydrocarbures de la roche-mère. Bon. Donc tout le problème est là. Je veux dire, quel que soit le type de procédé, que ce soit la fracturation hydraulique ou quelque procédé sophistiqué que ce soit qui pourrait être trouvé dans l'avenir, est-ce qu'on peut... Alors d'une part, il y a deux questions. La première, c'est est-ce que effectivement il est raisonable d'attaquer effectivement cette roche-mère qui se situe à 2000, 3000 mètres au sous-sol, avec de toute façon je vois pas comment peut-on attaquer ça sans provoquer des dégâts, et je parle même pas des dégâts fuite de méthane ou autre, là c'est vraiment des dégâts géologiques, sismiques, géologiques, etc. Hydrologiques, émanations radioactives parce que ça a été détecté, etc. Donc ça paraît scientifiquement pas possible, à moins que c'est une opinion de béotien, mais qui le bon sens souvent est bon à entendre. Et puis la deuxième chose, c'est que est-ce qu'on ferait pas mieux à un moment donné, de s'interroger, comme on sait que de toute façon ces ressources-là, même si on en trouve et même si on trouve des moyens, elles ont de toute façon une fin. On sait qu'on est dans un monde fini. Est-ce que donc c'est reculer pour mieux sauter? Donc on le sait. Dans quelque temps, on n'aura plus rien. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de s'interroger sur nos modes de consommation, nos modes de comportement, nos comportements, etc., et de trouver des solutions qui soient, tout en essayant de maintenir effectivement une évolution et le bien-être de notre bien-être à nous, le bien-être de la société, de trouver des formules qui nous permettent de ne pas pomper des ressources qui de toute façon seront épuisées dans quelques temps. Alors quand même, parce que là on va arriver sur vos grandes demandes et revendications. Quand même, je vois le petit schéma, je l'ai vu tout à l'heure aussi sur les équivalents charbon. Oui, là c'est pas les équivalents. Ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Bernard, il disait de toute façon ces ressources sont finies et un jour ou l'autre, il faudra bien arriver à vivre et d'une manière sans passer. Alors aujourd'hui, on a 100 ans de charbon dans les réserves, 45 ans de pétrole et 70 ans de gaz conventionnel. Et on va chercher, aujourd'hui, ça paraît pas suffisant. En se basant sur la consommation actuelle. Non, ça c'est des réserves. C'est les réserves, mais... Si on brûle ces réserves, déjà, on sait qu'on va dépasser largement les plus de degrés. Oui, ça, oui. Si on ajoute à ces réserves connues... 2 degrés d'élévation de température. Les sables bitumineux, les huiles de schiste. Si on ajoute les gaz de schiste, équivalents déjà au gaz conventionnel connu, on va rajouter près de la moitié de ce qu'on en avait déjà. C'est-à-dire, au lieu d'avoir plus 2, plus 4 degrés, on va monter à 500 ppm de CO2 dans l'atmosphère. On sait qu'il ne faut pas dépasser 350. On sait qu'aujourd'hui, on est à peu près à 450. Et là, on va ajouter 500 ou 700 ppm. Ça va nous amener, on ne sait pas à combien de degrés, mais on sait qu'au-delà de 4 degrés, les conséquences deviennent très graves. Le niveau de la mer s'élève de plusieurs dizaines de mètres. Toutes les populations qui vivent au littoral, et il y a énormément de populations qui vivent au littoral, c'est absolument catastrophique. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pas quelles nouvelles ressources on va aller chercher, mais c'est quelles ressources on ne va pas utiliser. Parce si on utilise tout ça, on est mort. Alors, est-ce que vous êtes pour l'interdiction de l'exploitation des pétroles et gaz de schiste, c'est-à-dire le zéro extraction? Personnellement, oui. Personnellement, oui, justement pour ce que je dis, parce qu'il faut chercher quelles sont les ressources qu'on ne va pas aller chercher, parce que si on allait les chercher, ça sera des conséquences catastrophiques pour le réchauffement climatique. Alors, c'est pas la peine d'aller chercher les plus pénalisantes pour l'environnement, à mon avis, s'il y a des bons candidats à laisser là où ils sont, c'est les Mais alors, cette revendication zéro extraction, par contre, moi, je l'ai pas vue et je l'ai cherché pourtant sur vos différents sites des différents collectifs, la coordination nationale. Cette revendication-là, qui me paraît essentielle, en fait, elle émerge pas. On la voit pas émerger dans les collectifs.
Non, les collectifs anti-gaz de schiste, ils sont centrés sur les gaz de schiste. Mais il y a dans les collectifs, beaucoup de gens, je pense une majorité, pour penser qu'il faut effectivement... J'ai vu nulle part interdiction d'exploitation des huiles et gaz de schiste. Par exemple, c'est pas un truc qui arrive en disant on est opposé à toute exploitation d'huile et gaz de schiste. Par exemple, je l'ai pas vu ça, je l'ai pas trouvé. C'est-à-dire que les gens sont, les gens sont quand même sincères. Je veux dire, les pétroliers de leur côté, peut-être qu'il y en a sincèrement qui pensent que il y aura un miracle et qui vont trouver le moyen d'aller chercher ça sans que ça fasse du bruit et rien. Puis il y en a qui sont climato-sceptiques encore et donc bon, ils refusent de le croire. Et c'est la même chose du côté des militants. C'est-à-dire les militants, tout en refusant, on voit bien, parce que nous, depuis plus d'un an, je veux dire, on essaye de lâcher la voiture, de prendre le train, de prendre la bicyclette, d'aller à pied, je veux dire, de faire... Et on se rend compte c'est très difficile. On peut pas lâcher d'un seul coup. C'est très, très difficile. C'est nécessaire et pas suffisant. Donc, c'est difficile pour tout le monde, je veux dire, sauf à être pas vraiment honnête moralement, de dire... Non, on ne peut pas dire non à tout. Il faut arriver à trouver une transition et à avancer. En même temps, ne pas dire non à tout, c'est accepter qu'on aille chercher ce pétrole ailleurs, dans des zones où déjà... voilà. Ah oui. Alors, mais c'est vrai qu'il faudrait lever le pied. Et il y avait d'ailleurs une démonstration que Philippe avait faite en calculant. Il suffirait de réduire la vitesse sur autoroute pour ne plus avoir du tout à chercher dans le bassin parisien. Pour ne plus extraire quoi que ce soit du bassin parisien, au niveau du pétrole. Alors si on calculait comme ça, je veux dire, en disant qu'est-ce qu'on peut économiser, comment, de quelle façon, eh bien, on ferait beaucoup de bien. Alors, pas aux financiers, évidemment. Bon, il y en a ils seraient obligés de trouver d'autres idées, mais ils ont des conseillers. Mmh. Ils ont les moyens de se payer des gens qui ont des idées, qui vont leur en apporter. Je reviens aux revendications. J'ai vu que vous étiez favorable à une réforme du code minier. Est-ce que vous pouvez détailler un peu cette revendication? C'est une question difficile. Bah oui. Parce que question juriste. Ça serait plus simple de dire zéro extraction. Le code minier. Alors moi, je connais rien au code minier. Je connais le préambule du code minier, qui dit que le code minier sert à gérer des ressources nationales, qui sont un bien national, et qui doivent être exploitées dans l'intérêt général. Alors, il faut se poser la question de savoir quel est l'intérêt général. Bah, c'est peut-être pas d'aller faire des guerres à l'autre bout du monde, qui nécessitent du pétrole, et ni à l'autre bout du monde, ni tout près d'ailleurs. Bon, déjà... Alors l'intérêt général, il y en a qui vont dire si l'exploitation des gaz de schiste, ça permet de faire baisser le prix du gaz, ça va faire plaisir à tous les gens qui se chauffent au gaz et qui dépensent beaucoup d'argent. C'est un petit intérêt. Mais c'est probablement une vue quand même à court terme. Oui. La solution, c'est effectivement d'isoler les maisons et de se passer de ressources nouvelles. Parce qu'on vont avoir une fin et on va sans arrêt aller chercher les ressources plus ultimes. Et j'entendais, il y a déjà des pétroliers qui s'intéressent aux hydrates de carbone. Ces sources de carbone qui sont piégées dans la mer, dans les glaces, et qu'on va aller chercher, avec des technologies d'ailleurs qui ressemblent un peu à la fracturation hydraulique et qui ne sont pas sympathiques du tout. Mais là, il y a des ressources phénoménales. Et ça veut dire... On va faire sauter les montagnes. Si on exploite tout le pétrole conventionnel, tout le charbon conventionnel, les pétroles de schiste, les gaz de schiste et les hydrates de carbone, on est mort bien avant. Donc là, il ne s'agit pas d'aller chercher tout le temps plus loin, plus profond, plus profond dans la mer, d'une manière plus dédommageable pour l'environnement. Il faut voir comment on peut progressivement réduire notre consommation. Bon, on pourra pas avancer sur cette question de l'énergie, si on parle d'énergie renouvelable, etc. Si d'abord on se pose pas la question de la réduction de nos besoins. On s'éloigne du code minier là, non ?
On s'éloigne du code minier parce que le code minier, c'est quand même très technique. D'accord. Alors moi j'ai du mal, excusez-moi, mais parce que l'heure tourne, j'ai du mal à voir vos grandes revendications dans tout ça. J'ai bien compris, vous étiez opposé aux huiles et gaz de schiste. Voilà, la loi interdit la fracturation hydraulique. Bon, il y a des vices de forme dans cette loi, dans lesquels s'engouffrent les pétroliers, certes. Ceci étant, là, à l'avenir, il va falloir poser des choses sur la table. Et vous voulez quoi là concrètement là? On voudrait qu'on encourage que tout cet argent qui va être disponible pour aller faire des trous partout et de la technologie rude et brutale, si on le consacrait à travailler sur les énergies douces, quand on regarde bien, il y a des idées partout qui sont bien et il y a des essais partout qui se... Mais ça, c'est des grandes déclarations d'intention, Non, c'est etc. pas Mais des grandes- comment on fait concrètement? La C'est question ça. que pose Olivier, c'est qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, vous voulez quoi? Nous, les collectifs qui s'opposent au gaz de schiste, on s'oppose à l'exploitation des gaz et des pétroles de schiste dans la région. Je pense que beaucoup de collectifs, en tous les cas le collectif Île-de-France, s'oppose aussi à toute exploitation, pas seulement de la fracturation hydraulique, mais des ressources de schiste. Et puis on a des connexions avec les gens qui défendent l'eau, des gens qui, et qui défendent la transition énergétique. C'est pas le cœur de motivation du collectif, mais il y a des liens entre eux. Il y a une volonté. Pardon, excuse-moi. Oui, Vas-y. non, il y a des liens évidents. C'est vrai que c'est difficile de définir, mais quand même, pétrole et gaz de schiste, enfin, clairement non. D'accord. Enfin, pour moi, en tout cas. Bon, et je dirais même pétrole à très court terme, dès qu'on peut. Sur le conventionnel, même discours pour le conventionnel. Et alors, c'est vrai que, juste petite parenthèse, dans les opposants au gaz et pétrole de schiste, il y a des gens qui s'y opposent. Pourquoi? Parce que ils ont peur que demain ils aient un derrick au fond de leur jardin. Le fameux symbole, le fameux syndrome Not in my backyard. Bon. Par contre, que ça se passe en Bulgarie, en Pologne ou ailleurs, ça les indiffère complètement. On va les retrouver en train de protester contre l'éolienne également sur leur colline, bon, etc., etc. Donc il y a tout un ensemble de motivations ou de contre-motivations. Donc il y a une chose. Ce qui est sûr, c'est que, la chose, à mon avis, sur laquelle effectivement, c'est ce qu'a dit Christine, et on parlait du scénario négawatt tout à l'heure. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, première chose, donc s'il y a des investissements à faire, effectivement, c'est des investissements dans les économies d'énergie. Et habitation aussi, mais transport, enfin on sait bien. Bon, donc là on touche aux équipements, mais on touche aussi au comportement, d'où éducation, etc. 2, efficacité énergétique et notamment la décentralisation. 3, énergie renouvelable, etc. Alors ça, ce sont des choses qui se font sur deux générations, hein, une à 2 générations, mais ce sont des choses. Je pense à un moment effectivement, c'est pour ça que c'est important que ces mobilisations se maintiennent, où la prise de conscience doit être faite effectivement dans ce sens-là, et il faut effectivement pas lâcher la pression, mais il y a un effort pédagogique, un effort d'information, un effort tous azimuts qui est extrêmement effectivement important à faire. J'ai vu que vous aviez tissé des liens, contrairement à il y a un an, par exemple, avec les gens qui s'opposent au permis d'exploration offshore. Je pense notamment à la Méditerranée. Vous voulez dire quelques mots quand même là-dessus, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses du côté de la Provence là et C'est tous les jours. Apparemment, parce qu'ils sont sur. Alors, de ce que j'ai compris, hein, il y a un collectif Provence qui s'est constitué et il surveille de très très près le fait que le gouvernement renouvelle ou pas le permis sur cette zone. C'est l'île d'Hyères. Apparemment, c'est autour de l'île d'Hyères et du parc naturel de Port-Cros. Il y a un grand rassemblement à Pâques. Voilà. Qui serait prévu. Alors, si le gouvernement décide de renouveler le permis, parce que s'il le renouvelle pas, il y aurait pas de mobilisation, si j'ai bien compris. Par contre, s'il y a un renouvellement du permis, il y aurait forte mobilisation là-bas. Alors, il va y avoir une forte mobilisation. Quoi qu'il arrive. Oui. Quoi qu'il arrive. Même si le permis n'est pas renouvelé. Parce qu'il serait, je sais pas. Paranoïaque tout récemment. Non, il vient d'être accordé. Il était accordé. Oui. Bon, alors s'il est accordé, il y aura manifestation alors. Moi, j'ai pas vu qu'il avait été renouvelé, hein, mais bon. Enfin bref, donc
Il y a cette ouverture vers l'offshore un peu aussi, on en parlait un peu tout à l'heure. Il faut bien voir que les collectifs, c'est pas des structures, c'est pas des associations, c'est des gens qui ont été choqués, révoltés par cette affaire des gaz de schiste, qui sont regroupés pour essayer de faire quelque chose. Ils n'ont pas une stratégie ou une vision sur d'autres aspects. On peut le trouver, ça va peut-être se transformer dans d'autres choses. Mais aujourd'hui, c'est un mouvement spontané qui s'est constitué autour de ce scandale. Et pour l'instant, on en reste là. Effectivement, on n'a pas cette vision que tu souhaiterais voir. Mais on n'est pas une association. Je ne dis pas que je souhaite le voir, j'essaie de comprendre si ça se met en place ou pas. Mais... Ça se manifeste, oui, individuellement, localement, dans certains collectifs, dans certaines réunions. C'est souvent un sujet de discussion. Il y a eu le grand rassemblement de convergence énergétique à l'Aisan. C'était issu, effectivement, de cette mobilisation autour des gaz de schiste. Et cette convergence énergétique, effectivement, aller vers cette décroissance, vers ces énergies renouvelables, vers cette diminution de notre consommation. Et pour dernier mot, je voudrais dire que dans ces collectifs, justement, il y a plein de sensibilités, parce qu'on découvre, quand on commence à s'y intéresser, que partout, ce sont les puissances de l'argent et de la privatisation qui font qu'ils font main basse sur le bien commun et pas dans l'intérêt public. Donc, par exemple, pour l'eau, il y a au mois prochain, en mars... C'est du 14 au 17 mars. Du 14 au 17 mars. À Marseille. Voilà, à Marseille. Le forum alternatif. Le forum alternatif mondial de l'eau. Et qui est alternatif puisqu'il est une réplique au forum officiel où là vous avez toutes les grandes compagnies, propriétaires du monde entier et dans le monde entier une grande manifestation. Et c'est très nécessaire d'agir là, parce qu'on voit que des civilisations entières, des gens qui étaient sur le plateau des Andes et tout, qui géraient l'eau avec vraiment une intelligence traditionnelle et d'une manière parfaite, et les pétroliers, enfin pas les pétroliers, là ce sont les mines d'or ou les mines de je ne sais quoi, d'uranium, qui complètement détournent l'eau, se l'approprient pour leurs exploitations, et les paysans qui avaient leurs terres et qui vivaient de ça n'ont plus rien, que le désert, que l'assèchement. Voilà. Est-ce qu'on peut finir avec ma dernière chanson ? Dernier tour de table, avant de vous dire au revoir, puisque j'ai vu que l'émission Boldar se préparait. On va écouter, après le tour de table, un dernier morceau de musique. Oui, il est très court, justement. Voilà, qu'on pourra présenter. Je vous dis d'ores et déjà merci Philippe Le Corner, collectif Île-de-France, Christine Arfeuillère, collectif Île-de-France, Bernard Redon, collectif Sud Seine-et-Marthe. Merci Monsieur Guy à la technique. Dernier petit tour de table très bref pour lancer un appel ou un site internet ou un bouquin. Et on écoute le morceau de musique et ensuite c'est Boldar. Merci à vous. On va passer le dernier. Ça serait le quoi alors ? C'est Tout est à nous. D'accord. C'est le numéro 8. C'est le 8. Bon. Donc on passe pas, touche pas à mon eau. Non. Ah voilà. C'est dommage. Mais voilà. Ouais. C'est ça ? On a encore le temps ? Par je ne sais quel mystère, tu es déposé là, sous le soleil, sur la terre, tout est à toi. Tu la vois, cette rivière, ses plaines et ses bois. Dis-toi, petit frère, tout est à toi, à toi.